J'aimerais vous présenter, il faut que je trouve mes notes, pour présenter notre troisième auteur, Kim Thuy. Mais Kim, qu'est-ce qu'on... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que je ferais sans elle? Vous êtes engagés par l'Alliance française, on vous garde. Alors, pour présenter notre troisième auteur, Kim Thuy, je fais appel au délégué général du Québec à Chicago, M. Jean-François Oud. On dit Oud ou Ould? Mais qu'est-ce que vous préférez? Ould, c'est ce que je me demandais, qui est en poste à Chicago depuis seulement le 5 septembre cette année. Avant sa nomination, M. Ould occupait le poste de directeur de cabinet de la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Alors, c'est quelqu'un qui connaît bien la francophonie. Ça nous fait plaisir de l'accueillir, monsieur. Merci. Je ne serai pas très long parce qu'on est tous là pour écouter Kim. Je veux juste dire, Kim est une auteure qui est très appréciée des Québécois et je découvre très appréciée dans le Midwest également. Elle me disait qu'à Minneapolis, 300 étudiants lisaient son livre, étudiaient son travail. Elle est présentement en tournée dans le Midwest. Elle était à Minneapolis, elle a été à Milwaukee, aujourd'hui à Chicago, elle continue à Madison. Elle a reçu une très grande distinction au Canada. Elle a reçu le prix du gouverneur général. Elle a reçu la plus grande distinction aussi au niveau civil au Québec, l'Ordre national du Québec. Alors, c'est quelqu'un de très important. Non, mais j'ai oublié le... Et c'est quelqu'un dont la joie de vivre et l'ouverture sur l'autre se traduit non seulement dans son œuvre, dans sa cuisine, mais dans la rencontre aussi entre les différentes cultures. Et c'est ce qui est si merveilleux. Chacun des chapitres ou chacun des livres est toujours une rencontre. Et une rencontre dans son ouverture d'esprit, dans ce qu'elle est comme personne. Elle est pétillante, ses livres le sont aussi. Et sans plus tarder, je laisse la conversation à nos panélistes. Merci. Et je vous précise que je ne bois pas du tout. Je n'ai pas d'enzyme. Ben, peut-être dans la plupart des Asiatiques, nous n'avons pas l'enzyme déshydrogénase pour casser les molécules d'alcool. Donc, nous sommes condamnés à la lucidité. Voilà, en tout temps. Donc, je voudrais remercier l'Alliance française de nous donner cette occasion, justement, de pouvoir parler avec Kim Thuy. Et aussi de vous d'être venus. Il fait si beau aujourd'hui et je suis surpris que nombre d'entre vous avaient évité d'être sous le soleil. Donc on va commencer immédiatement. Alors ce qui m'a marqué évidemment, lorsque j'ai lu tes romans, j'ai essayé le tutoiement des Québécois, tes romans et aussi ton dernier, c'est qu'il y a l'inscription du pronom personnel « je » immédiatement pour la narratrice, dès les premiers mots ou les tout premiers mots. Et on le voit, j'ai dû vérifier à nouveau dans ce tout dernier ouvrage qui est Le secret des Vietnamiennes, un livre de recettes, ou soi-disant un livre de recettes, où dès la première page, qui voyons-nous? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, moi! Une petite fille qui ne sait pas encore qu'elle sera une grande écrivaine, vraiment porte-parole de la littérature québécoise si prolifique, d'accord? Donc justement, il y a cet élément, de nombreux éléments biographiques, autobiographiques. Mais j'aimerais te poser justement cette question qui avait été posée avant par Nelly Capriélan à Marie Ndiaye. Donc je vais un peu modifier la question. Mais tu te retrouves assez souvent, puisqu'on a vu ton parcours souvent de partir du Vietnam, arriver dans une nouvelle terre, une nouvelle nation, la question d'adaptation. On retrouve souvent la question de déracinement ou le motif de l'hybridité dans tous tes romans. Justement, être entre le Québec, entre le Vietnam, entre le Canada aussi, qu'est-ce que ça a apporté à ton écriture? Ah, vous savez, je crois que c'est surtout pour la beauté. Quand on a deux ou trois cultures, aussi ici, ben, j'ai la chance d'avoir vécu assez longtemps dans les deux cultures pour vraiment les intégrer à l'intérieur de moi. Ce sont des cultures
qui existe en moi, non pas de façon intellectuelle, mais vraiment de façon viscérale. Donc, du coup, ben, j'ai ces deux cultures entre lesquelles je peux faire beaucoup de comparaisons. Et quand on peut comparer, ben, on apprécie encore plus l'une et l'autre parce qu'elles se complètent. Et je vous donne un exemple. Par exemple, là j'ai juste l'exemple en français et en anglais. Par exemple, la chance de connaître au Canada, étant donné que nous sommes un pays bilingue, il y a plusieurs d'entre nous parlent les deux langues. Et en plus, dans mon cas, j'ai le vietnamien. Et quand on a plusieurs langues, on a cette possibilité, voilà, d'aller saisir des sensations ou sinon des notions qui n'existent pas dans l'une ou l'autre. Et par exemple, en Innu, on a 20 mots pour la neige, mais en vietnamien, il n'y en a qu'un seul. Hein? Et puis, en anglais, on a Home Sweet Home. Et on n'a pas de traduction en français. Mais à l'inverse, ce qui est très juste, ou très équitable, je vous dirais, c'est que le mot jouissance existe en français, mais n'existe pas en anglais. Donc, je trouve que... et donc, donc, parce que le home sweet home est tellement beau, et aussi le verbe to long for. Et pourtant, on ne trouve pas en français cette sensation, ces mots, et pourtant, on doit vivre exactement cette sensation. Et pourquoi ces mots-là n'existent pas? Vous voyez? Et donc, l'avantage d'avoir 2 ou 3 cultures, c'est qu'on peut aller chercher dans une autre langue pour exprimer ce qu'on ressent. Et pendant longtemps, j'étais jalouse, en fait, de l'anglais, d'avoir ce home sweet home. Et le jour où j'ai découvert que jouissance n'a pas de traduction en anglais, j'étais contente, quoi. Quelque part, on a quelque chose de plus. Et en vietnamien, je vous dirais aussi, il y a beaucoup de mots qui existent en vietnamien, mais qui n'existent pas en français, comme juste le titre rue. En vietnamien, c'est ru. Et ru veut dire bercer un enfant jusqu'au sommeil. Et ça, on ne trouve pas l'équivalent en français ou en anglais. Ce sont les deux seules langues que je connais. Peut-être qu'en suédois, ça existe, mais en français ou en anglais, on ne les a pas. Et donc, quand j'écris, je vous dirais, l'excuse ou sinon l'objectif que j'ai quand j'écris, c'est de partager avec vous ce que je trouve beau dans ces comparaisons et vous offrir ce qui existe en vietnamien et qui ne se trouve pas en français et vice-versa. Et donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, je pense que fait. L'hybridation. Oui. Non, mais sa question était tellement belle. Merci. C'était la question d'une journaliste, hein, ce n'était pas la mienne, je l'ai juste reprise, donc c'est pour ça qu'elle était si belle. On en parlait justement, la fascination des mots, on la retrouve chez nombre des personnages et aussi surtout les narratrices. Mais moi, ce qui m'a marqué, j'imagine, c'est par exemple Ru et l'histoire d'une jeune femme et de sa famille, évidemment, avec l'exil, la question de l'exil, qui se compose d'une centaine de vignettes, donc on peut le voir, c'est un peu comme des fragments qui m'a beaucoup rappelé les essais de Montaigne. Je ne veux pas prétendre à cette qualité ou de pensée ou alors trop de méditation, mais quand même c'était un peu fragmentaire avec un projet particulier, peut-être didactique, suivi plus tard de Mang, qui cette fois est, justement on parlait des mots à nouveau, comme un dictionnaire. Donc chaque chapitre a comme titre un mot vietnamien avec l'équivalent en français. C'était parfait pour moi parce que certains des mots vietnamiens, je les connais, je ne sais pas les écrire. Il fallait que je lise le français et à ce moment-là, je savais comment le prononcer. Mais dans ce petit dictionnaire, on apprend finalement, ou un peu une encyclopédie, il y a un mot-clé et ce mot-clé est vraiment illustré par une histoire. Donc l'un des chapitres, par exemple, est Cherk, qui veut dire en fait la foudre, et c'est l'histoire d'un coup de foudre. Donc ça illustre un peu. Et le mot coup de foudre n'existe pas en vietnamien. Du tout. Voilà. Et parce que le coup de foudre, c'est quelque chose de très... Désolée, je vous ai coupé, mais non. Voilà, parce que là, vous me faites penser à ce mot coup de foudre, parce que, vous voyez, c'est contraire à la culture vietnamienne. Ça ne peut pas être intense, ça ne peut pas être aussi, intense, c'est ça? Hein, oui. Intense ou spontané. Ou spontané. Oui. Et donc, en vietnamien, l'équivalent, c'est sûr que l'expression coup de foudre a été
traduite, hein, mais vous sentez que c'est pas vietnamien. Et donc, j'ai appelé toutes mes tantes et il y a personne qui avait la bonne traduction. Et j'ai dit non, ce n'est pas coup de foudre. Coup de foudre, c'est français, je suis certaine. Et donc, le réseau des Vietnamiens, maintenant, avec les réseaux sociaux, on a pu aller chercher des professeurs plus âgés, vietnamiens, qui vivent un peu partout dans le monde. Et ils sont revenus justement pour me dire, ben non, ce n'est pas coup de foudre, c'est plutôt tu as volé mon âme. Oui. Ou même pas tu as volé mon âme, c'est plutôt mon âme a été volée. Et je crois que c'est un peu comme le japonais où on ne peut pas dire je t'aime. Ben, enfin, c'est rare qu'on dise je t'aime. On dit plutôt il y a l'amour. Parce que quand on aime, ben, tout devient beau. Et quand on est triste aussi, donc on ne dit pas je suis triste, mais plutôt il y a la tristesse. Donc en vietnamien, c'est plutôt tu as volé. Ben non, mon âme a été volée. Et là, je trouve que ça correspond vraiment à la culture vietnamienne où les femmes, du moins, et les hommes aussi, retiennent beaucoup les émotions. La force est plutôt dans la retenue des émotions et non pas dans l'expression des émotions. Et donc, je voulais vous partager avec vous la beauté de cette notion que ce n'est pas seulement... Le mot « coup de foudre » est traduit par... et aussi, par exemple, le mot « rebelle ». La première fois que j'ai rencontré le mot, je pensais que ça voulait dire belle de nouveau. Vous voyez, belle. Et parce que je n'ai pas cherché dans le dictionnaire, j'étais certaine de connaître la définition. Et j'ai écrit toute une dissertation sur le mot rebelle en tant que rédemption, hein, de pouvoir regagner sa beauté. Parce que ma maman, pendant très longtemps, depuis que je suis toute petite, en fait, elle disait toujours « Ah, tu n'as pas la chance d'avoir la beauté physique de tes cousins et de tes cousines. Donc, si tu veux exister, il faut que tu construises ta beauté intérieure. Hein? » Et donc, elle dit, c'est très long de construire cette beauté intérieure, donc il faut faire attention de ne pas utiliser les mauvais mots, de ne pas être méchante, et de ne pas cracher du venin ou du sang, parce que quand on crache du venin à quelqu'un d'autre, il faut d'abord avoir le venin dans sa bouche. Et donc, quand j'ai rencontré le mot « rebelle », je me dis, mais en français, on a le droit de redevenir belle, donc on peut être un peu méchant et puis trouver une rédemption. Et ben, j'ai eu 0 dans ma dissertation, évidemment, parce qu'il y avait un contresens. Et puis dans la culture vietnamienne, on ne se rebelle pas de toute façon. Exactement. Donc, et c'est ça, le français est construit à l'horizontale, je trouve. Donc, on ajoute des syllabes hein, pour avoir du nouveau vocabulaire, du nouveau mot, alors que le vietnamien, étant donné qui prend racine du chinois, donc le vietnamien est monosyllabique, on n'a qu'un son à la fois, et voilà pourquoi le vietnamien est tonal. Vous voyez, vous avez, pour pouvoir avoir plus de mots, sinon on n'a pas assez de mots. Et dans les années 1800, la langue vietnamienne a été alphabétisée en ABC, alors qu'auparavant, on écrivait avec des caractères. Et donc, c'est une langue qui avait été construite à partir des images et non pas à partir des sons. Et là, après, avec l'alphabétisation, ben, on a transformé la langue en son, mais elle est basée sur des images. Donc, on est un peu confus, quoi. Oui. On s'y fait bien. Hein. On s'y fait bien, oui, finalement. Parce que les accents, c'est grave. Mon mari, la première fois qu'on est retourné, on est retourné au Vietnam travailler, et il est québécois, francophone, et il a pris quelques leçons. Et évidemment, il pensait qu'il était en maîtrise de la langue. Et on allait au restaurant, et il a demandé du poivre. Mais ce qu'il a prononcé, c'était plutôt de l'urine. Donc, vous allez entendre la différence, c'est « teu, teu ». Oui? Vous l'entendez un peu? « Teu, teu ». Donc, il a demandé de l'urine au serveur, et puis le serveur était vraiment embarrassé, il ne savait pas comment répondre. Donc, il m'a regardé, et je comprenais le malentendu, mais j'ai laissé aller, je me dis... je voulais voir comment la chose allait se régler, et ça ne s'est pas réglé vraiment. Oui, donc merci. Donc à nouveau, Mang, c'est comme un peu, comme je disais, une sorte de dictionnaire encyclopédie. Le suivant, Vie, qui en fait est comme un atlas, c'est l'histoire d'une femme, mais à travers ses pérégrinations
pérégrination, ces mouvements, on le voit. Et donc, à nouveau, chaque vignette a un titre. C'est un lieu, une ville, un pays. Donc, c'est assez fascinant. Ouais. Et le dernier, pour revenir à la forme, c'est à nouveau un livre de recettes. Donc, cette fois, toujours le style fragmentaire, des petites vignettes, des petites définitions, des villes dans un atlas, et là des recettes pour raconter finalement une chose. Enfin, moi, c'est ce que j'imagine. Tu peux toujours me dire, mais non, c'est du n'importe quoi. C'est l'histoire de femmes. Et donc, on en parlait un peu avec tout à l'heure Pénélope Bagieux, qui, elle, finalement, élève toutes ces figures oubliées, ces femmes oubliées de l'histoire. Et ici, Kim Thuy, tu parles énormément, en fait, de ces femmes. Tu définis énormément les femmes vietnamiennes de ton milieu, de ton entourage, qui sont définies par l'ombre, l'invisibilité, l'effacement. Et tu les mets finalement, toi aussi, tu les mets en lumière, tu les sors et tu, en fait, leur rends hommage, justement. Ouais. Et donc, c'est magnifique, vous savez, que vous ayez fait ce lien, parce que c'est la première fois que je vois le lien de dire que, ah oui, elle écrit toujours en petits fragments, selon les lieux, selon les recettes. J'avais jamais vu ça. C'était... merci. J'avoue, je suis géniale. Je suis vraiment géniale, il faut le dire. Quand les journalistes vont me poser la question, je vais pouvoir répondre de façon intelligente, vous voyez. Et en fait, tous les chapitres ont été divisés après, par la suite. Donc, j'écris le texte. Et par pur hasard, vous allez voir que c'est à peu près la même longueur, mais je ne savais pas que c'était la même longueur du tout. Oui. J'écris tout simplement, et seulement une fois le texte corrigé, que je fragmente. Enfin, je ne savais pas que je fragmente non plus. C'est l'éditeur qui voulait que ce soit en chapitres. Oui. Et je ne savais pas comment faire des chapitres, donc ça a donné des paragraphes. Et au départ, j'ai mis vraiment les noms juste comme référence pour faciliter le travail de révision. Ah, donc ils ont juste oublié d'enlever non, ces et puis titres, c'est moi qui ai donné les sous-titres. Et après, on a trouvé ça intéressant de vous faire voir, en fait, la langue vietnamienne. Souvent, les lecteurs, quand ils viennent me voir, ils me demandent toujours de dédicacer en vietnamien. Et ils pensent que c'est en caractère, donc ils voulaient des petits dessins, et ils en ressortent toujours déçus. Je dis, mais je veux que vous écriviez en petites images, Je dis, mais je ne sais pas comment, parce que le vietnamien est avec l'alphabet. Et donc, je voulais qu'on voit la langue vietnamienne et aussi ce qu'on ajoute à l'alphabet de base pour pouvoir traduire la langue vietnamienne. Donc, vous avez tous ces accents. Par exemple, le A, vous avez, oui, l'accent circonflexe, mais aussi un accent avec comme un bol par-dessus, une demi-lune, mais couché. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que la lune, elle se couche comme ça? Elle ne se couche jamais comme ça, non? Non. Le croissant de lune, il est toujours sur le côté. Donc, c'est le bol, je crois. Et donc, c'est un peu comme... parce que les livres, maintenant, sont dans 27 pays, je crois. C'est cela, oui. Et donc, chaque pays... Quand je reçois une copie d'une langue étrangère, parfois, je ne sais même pas que c'est mon livre. On me dit, c'est ton livre, et puis, comme en japonais. Oui. J'ai dit, c'est à toi. Alors, j'ai dit, merci beaucoup. Et puis, je le reçois. Ou en bulgare, j'ai aucune idée. Et donc, je me disais que ça serait intéressant pour vous de pouvoir voir, parce qu'en suédois, c'est tellement joli avec les petits ronds, avec des barres et tout. Et voilà, c'est pourquoi j'ai mis les mots, comme vous dites, encyclopédiques. Mais je ne savais pas. Je ne connaissais pas ce mot-là. Mais alors justement, pourquoi? Enfin, c'est ce qui m'intéresse vraiment. C'est intéressant de voir toutes ces figures. Dans tous les romans, il y a toujours un catalyseur qui permet à la figure de la femme, toujours reléguée derrière le mari, en cuisine, dans la famille, de la projeter dans l'air public, dans la sphère publique, un peu comme ici. Là, on voit Yi Shao, donc votre tante numéro 6. C'est un livre de recettes et pourtant, il y a beaucoup de petits inserts qui sont vraiment la famille. Et donc, pourquoi est-ce que tu attaches autant d'importance, par exemple, à mettre en valeur ces, je vais dire, unheralded heroes, franchement, des femmes ou des femmes vietnamiennes, justement? Je crois que les femmes, en général, sont souvent oubliées. Peut-être parce qu'on est trop bonne.
dans le sens où on peut être mère et plus, mère et avocate, mère et docteur, mère ingénieur, mère professeur et tout ça, et on est capable de jongler le tout sans que ça paraisse, quoi. Donc, on prend un peu pour acquis que les femmes sont capables. Donc, on célèbre rarement cette faculté de multitâche des femmes, oui, une faculté qui a toujours existé, je crois, chez les femmes. Et maintenant, oui, les hommes commencent à pouvoir faire, je ne sais pas, écouter la télé et l'iPhone en même temps, mais... À la rigueur, hein. Pour certains, juste certains, une minorité. On célèbre le multitâche des hommes aussi. Donc, on commence à parler des multitâches des femmes, mais aussi parce que le Vietnam était en guerre pendant tellement longtemps. Donc, il y a beaucoup de la population masculine qui était sur les champs de bataille. Donc, c'était les femmes qui sont restées derrière pour tenir ce pays. Donc, pour moi, selon moi, si le Vietnam n'avait pas leurs femmes, ces femmes, ben, le pays aurait peut-être disparu, en fait, parce que c'était elles qui continuaient à cultiver le riz, à nourrir les enfants, à les élever, alors que les pères, les maris, les oncles, les frères étaient partis sur les champs de bataille. Et on ne parle jamais d'elles parce que ce ne sont pas des héroïnes de guerre. Hein, dans les livres, on va relater les héros de guerre, mais les tâches de base pour que la vie continue ne sont jamais ou sont rarement célébrées. Et aussi, ceci dit, je pense que c'est une question culturelle. Si on regarde les vieilles peintures asiatiques, vous voyez, la bouche des femmes est toujours représentée par un minuscule point rouge, le plus petit possible en fait. Et on le voit d'ailleurs avec les geishas, on blanchit les lèvres pour ne laisser qu'un rond rouge. Parce que la force des femmes était démontrée à travers cette capacité de retenir ses émotions, justement. Parce que si la personne en face de vous, c'est ce qui vous fait plaisir, elle peut retirer ce plaisir, ou sinon, si elle sait ce qui vous fait de la peine, ben, elle continue à tourner le couteau dans la plaie. Et du coup, le plus possible, voilà, la force d'une femme, c'était quelqu'un qui pouvait retenir ses émotions et que vous ne pouvez pas lire. D'ailleurs, je crois que l'impératrice de Chine était toujours derrière un écran de soie pour qu'on ne puisse pas... je ne crois pas que c'était seulement pour ne pas voir son visage, mais justement pour ne pas pouvoir la lire. Et donc, évidemment, en Occident, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui prend de la place, qui a une voix, voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que la première fois que je suis retournée au Vietnam, j'étais sur un projet où je jouais le rôle d'avocate et j'étais avec mes patrons qui mesurent tous, je mesurais 6 pieds 3, 4, 5, je ne sais plus. En tout cas, rendu à 6, je ne vois plus la différence. Et on était tous autour d'une table à une école financée justement par la France pour donner un métier aux enfants défavorisés. Et donc, on jouait un peu les rôles, c'est-à-dire, oui, on commandait, mais on ne savait jamais ce qu'on allait recevoir comme nourriture. Hein. Ça venait comme ça pouvait. Et donc, ce garçon qui avait 14-15 ans, il venait et je voulais aider. Donc, j'ai commandé pour tout le monde en vietnamien au lieu de le forcer à le faire en français ou en anglais. Et il m'a regardé, il dit, mais tu n'es pas vietnamienne. Pourquoi tu parles vietnamien? J'ai dit, mais je suis vietnamienne. Et il m'a dit, mais tu n'es pas vietnamienne. Et donc, il a insisté plusieurs fois. Et j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça, que je ne suis pas vietnamienne? Il dit, mais t'es trop grosse pour être une vietnamienne. et sur le coup, c'est vrai, je pensais vraiment que c'était mon poids. Et mes patrons ont se moqué de moi pendant très longtemps. Oui, t'es trop grosse toi, pour être une vietnamienne. Mais quand je me suis assise pour écrire, j'ai réalisé que ce n'était pas ça. C'est que je prenais de la place à l'américaine, quoi. Je parle avec les mains, je parle fort, je ris fort, je regarde, je regarde en plus dans les yeux, je maintiens le contact visuel. Alors que la première secrétaire vietnamienne qu'on a engagée, je lui parlais et son regard fuyait tout le temps.
Et donc, je me penchais comme ça pour aller la chercher. Et j'ai compris, il m'a fallu quand même une semaine avant de comprendre que, ben non, parce qu'on ne doit jamais maintenir le regard entre quelqu'un qu'on considère supérieur. Et voilà, c'était par politesse qu'elle fuyait le regard. Et donc, tout devient... Et j'ai remarqué par la suite que quand j'allais chez mes parents, et qu'il y avait beaucoup de Vietnamiens plus âgés, nécessairement, tout de suite, mon corps se plie pour se faire plus petite. Et donc, je ne sais plus pourquoi je vous parle de ça. Non, en fait, justement, moi, je sais, puisque je sais tout. Ah oui, non, c'est vrai que c'est vraiment cela, parce que justement, ce que j'ai beaucoup apprécié, et ça sera mon dernier commentaire après une toute petite question, parce que je crois que c'est plus important que le public puisse vraiment poser des questions directement, c'est que ce sont des femmes qui, à première lecture, paraissent très vulnérables, surtout lorsqu'on a les normes, les conventions, disons, occidentales. On les trouve assez faibles, c'est toujours un peu soumise, effacée, comme je le disais. Et on s'aperçoit petit à petit que tu leur donnes justement cette pesanteur, ce volume, la voix à nouveau, et finalement, tu leur relèves un peu le regard. Et moi, j'ai adoré... Je ne l'ai pas dit à ma mère, parce que bon, c'est un peu difficile de toujours reconnaître qu'elle a raison, mais de me dire en lisant, c'est vrai, je reconnais bien ma Banoï, ma Bangwai, ma maman, ma tante, à savoir, c'est vrai que je n'ai jamais remercié ma maman pour quoi que ce soit, et je lui dis maintenant, mais c'est seulement avec l'âge, je lui dis, bah, je t'aime, tu me manques, mais avant, à nouveau, on ne le faisait pas. Et donc ça, c'est ma dernière question qui est liée à cela, parce que c'est un peu culturel. Ce livre, on peut se dire, ben oui, hein, des éléments autobiographiques, il y a les photos, mais je le considère, enfin, Le secret des Vietnamiennes, comme étant, comme les 3 autres romans que j'ai mentionnés, une histoire d'amour. À savoir, il y a toujours l'amour qui sous-tend, l'amour des parents, l'amour pour la famille, surtout le dévouement de la femme, de la mère, de la sœur, de la tante. Et justement, en quoi est-ce que tu pourrais... Peut-être dire qu'un livre de recettes, donc c'est un genre vraiment nouveau justement pour ce que je considère la littérature, un livre de recettes, comment est-ce que ça serait un testament, comme on dit en anglais, un testament de l'amour? Oui. Un hommage à l'amour. Alors là, j'ai trop de choses à dire. Là. Ah. Nous n'avons que 5 minutes maximum. Ah oui, c'est voilà. vrai. Alors, je reviens juste sur la force des femmes. Voilà, j'ai eu la chance de retourner au Vietnam pendant quelques années, et c'est là où j'ai découvert en fait la force de ces femmes, cette force cachée qu'on ne voit pas. Et je vous raconte une histoire vraiment très rapidement pour l'illustrer. J'ai une cousine qui a exactement le même âge que moi, qui est une femme d'affaires accomplie et affranchie, et donc elle a beaucoup d'aide à la maison, et donc elle n'a jamais rien à faire. Mais un jour, je l'ai découverte en train de faire la valise de son mari, à choisir les chemises, les chaussettes et tout. Et j'ai dit, mais c'était très étrange parce que, voilà, une tâche ménagère, et pourquoi c'est elle qui faisait la valise de son mari. Et son mari n'a pas 8 ans, que je sache. Non, voilà. Et donc, j'ai dit, non, mon mari et moi, chacun, on fait sa valise. Comment tu peux faire sa valise et tout? Donc, la féministe américaine, moi qui dis, ah non, mais il faut t'arrêter de faire tout ça. Elle dit, mais t'as rien compris. Et donc, elle dit, parce qu'elle choisit tous ces items de sa valise, de sa valise, parce que elle veut que quand, je sais pas, qu'il se retrouve à Paris ou à Rome, et que le moment où il met sa chemise, déjà, il va penser à sa femme parce qu'il ne l'avait pas choisie. Donc, il sait très bien que cette chemise-là avait été choisie par sa femme. Et avant qu'il laisse une autre femme enlever cette chemise-là, il va sentir la main ou les mains de sa femme sur la chemise. Le sentiment coupable. Oui. Donc, c'est très vicieux, en fait, ou pernicieux. Oui. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Et donc, je pensais qu'il n'y avait pas de force, mais en fait, toute la force est là, est dans la subtilité. Maintenant, pour l'amour, je crois que oui, et je vais essayer de raconter très rapidement l'histoire. C'est que j'ai une copine québécoise qui est normale, vous voyez, une personne normale, d'une famille normale. Pas comme nous. Non, pas comme nous. Et donc, elle consulte un psy depuis 10 ans, en fait.
Et parce que, bon, elle a l'impression que ses parents n'ont pas assez exprimé leur amour et tout. Et je dis, mais après 10 ans, qu'est-ce qui te reste à dire? Est-ce que tu lui racontes des histoires? Est-ce que tu crées des histoires? Ben non, mais après 10 ans, quoi, qu'est-ce qu'il reste à dire? Et donc, elle m'a dit, non, tu n'as jamais consulté, tu ne comprends pas, on ne peut pas discuter. Et là, j'ai dit, j'y vais, moi aussi, pour qu'on puisse en parler par la suite. Et j'étais 10 ans en retard. Et donc, j'ai appelé et j'ai demandé 120 minutes. Vous voyez, pas 50-50, mais 120 minutes en même temps, un quick start pour vraiment me rattraper. Oui. Et de 10 ans, j'étais en retard de 10 ans. Donc, je suis rentrée, j'ai parlé pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, ben, la psy, elle m'a jeté à la porte. Vraiment, elle m'a dit « Merci, au revoir, ne revenez plus. Bon, ne me rappelez pas. » Et là, je suis retournée à la maison, je dis, mais mes parents, c'est vrai que mes parents ne me disent pas « je t'aime, tu me manques, je pense à toi, je suis fière de toi ». Tous ces trucs n'existent pas en vietnamien, on ne verbalise pas nos émotions. Et là, je dis, mais pourquoi j'ai pas l'impression qu'ils ne m'aiment pas? En fait, j'ai l'impression qu'ils m'aiment beaucoup. Alors, pourquoi? Et j'ai vu un jour, comme ça, ma mère a servi un poisson grillé au milieu de la table, et comme un réflexe, en fait, elle n'y avait même pas pensé, elle est juste allée chercher tout de suite les joues du poisson pour placer dans le bol de mon père. Parce qu'elle a fait ce geste 1000 fois. Et auparavant, je n'avais jamais remarqué ce geste, mais c'était un geste d'affection. En fait, ce n'était pas un geste de soumission, c'était une façon de dire « je t'aime ». Voilà. Et parce que j'étais là, ben, mon père, il a pris les 2 joues et il les a placées dans mon bol. Et puis, parce que mon fils était là, j'ai aussi donné les 2 joues à mon fils. Et vous imaginez, c'est tout petit, de 1. 2, avec les baguettes, ça brise. Donc, il ne restait plus grand-chose là, rendu là. Et là, mon fils, étant donné qu'il est quand même moitié vietnamien, il savait qu'il ne pouvait pas manger ses joues. Et donc, il les a placées dans le bol de ma mère. Et là, il n'y a personne qui a mangé des joues. Voilà, c'est ça. Mais je crois qu'il y a eu un mot d'amour qui a circulé autour de la table. Et donc, on exprime vraiment notre affection, ou sinon notre attention à travers la nourriture, de un, et c'est pour ça le livre de recettes, mais aussi parce que j'ai 7 tantes qui vieillissent, hein, comme tout le monde, et je vais avoir 50 ans bientôt, et je vais les perdre éventuellement. Et je sais que ici, dans un pays en paix comme le nôtre, c'est sûr qu'on perd aussi nos proches à cause de la maladie ou des accidents. Mais là, je crois qu'il y a beaucoup de familles vietnamiennes à travers la migration. Je crois, plus que la moitié des familles ont perdu des membres, ou sinon pendant la guerre. Et donc, pour moi, d'avoir encore toutes ces tantes présentes, vivantes et tellement proches avec moi, c'est un miracle en soi, qu'on soit encore une famille unie après toutes ces épreuves, toutes ces traversées. Donc, je voulais leur rendre hommage parce qu'elles m'ont élevée autant que ma mère. En fait, j'ai appris beaucoup d'elles. D'ailleurs, même tout dernièrement, vous voyez, à 49 ans, je suis allée dormir dans le même lit que ma tante 6, justement, et son mari, parce qu'il y avait tellement de gens dans la maison pour les fiançailles de son fils. On était une quarantaine, et il n'y a personne qui voulait aller dans un hôtel. On voulait tous être ensemble pendant ces 3 jours-là. Et donc, vous ouvrez un garde-robe, et il y avait quelqu'un qui dormait dans le garde-robe, il y avait quelqu'un qui dormait sur le petit tapis au pied du lit et tout ça. Et je savais que la place la plus confortable, évidemment, c'est le lit des maîtres. Et donc, je suis allée dans le lit des maîtres. Et donc, ma tante a réveillé mon nom pour dire, écoute, on a une visiteuse. Alors, je sais pas, ne fais pas rien qui soit compromettant. Parce qu'on a quelqu'un dans le lit aussi. Donc, on a encore cette proximité. Et donc, c'est vraiment un hommage, en fait, à elle. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole vraiment au public. Je sais qu'il meurt d'envie de te poser des questions. Oui. Donc, puisqu'il faudra aussi avoir le temps pour les dédicaces. Ah oui, donc, si vous avez, mais je suis avec vous, je suis au Sofitel, on continue. Je Voilà. vous amène le micro. Oui, il y a moins de recettes que d'histoires. Voilà, merci. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, je suis Kouyavu. Je suis un dissident vietnamien
Et je suis venu aux États-Unis il y a plus de 3 ans, directement de la prison vietnamienne, à la suite d'une intervention du gouvernement américain auprès du gouvernement vietnamien. Bon, c'est une autre histoire, mais je voudrais vous apporter quelques observations après vous avoir écouté. Bon, c'est très bien. Et puis, voilà. Donc, voilà, d'abord, parce que vous avez parlé de la littérature vietnamienne et du langage vietnamien, et vous avez dit qu'il n'existe pas une expression comme coup de foudre, mais en vietnamien, c'est tình yêu sét đánh. Comment ça existe en langage Oui, vietnamien. on Et le puis, dit, mais voilà, ça monsieur, vient de il a cette, dit que voilà, dans la littérature vietnamienne, il n'y a pas de rebelles, mais c'est complètement faux parce que nos auteurs vietnamiens classiques, surtout Nguyễn Du, le chef-d'œuvre le plus connu du Vietnam, parle d'une vie d'une prostituée vietnamienne. Non, pas la notion de rebelle. C'est sûr qu'on a la notion de rebelle, mais la notion d'être belle de nouveau. Vous voyez, parce que j'ai interprété le mot rebelle comme étant belle de nouveau. C'est sûr que les Vietnamiens sont des rebelles. On n'a que des rebelles. Bon, c'est très bien. Et puis, je termine ma question. C'est que, de toute façon, c'est très, très beau comme vos ouvrages littéraires comme ça. Mais maintenant, parce que je pense toujours à la situation actuelle au Vietnam, c'est une question politique. Donc, je me demande si vous vous intéressez un tout petit peu plus tard au sort des Vietnamiens qui vivent une vie très difficile sous un régime totalitaire. Et donc, voilà, c'est ma question. Je peux Merci vous dire beaucoup. déjà que le livre, il existe en Chine et tout ça, mais il n'existe pas au Vietnam. Parce qu'il y a des éditeurs qui sont intéressés, mais ils ont dit on va devoir enlever toutes les pages où je mentionne Boat People. Et du coup, il ne reste pas grand-chose dans le livre. Et donc, je suis tout à fait consciente de la censure qui existe au Vietnam en ce moment. Et il y a même une troupe de théâtre, plutôt danse que théâtre, qui a voulu faire une adaptation, une présentation en fait de rue sous la forme de la danse, et ils n'ont pas reçu le permis pour la présentation. Donc, ils ont dû avorter le projet, ils ont créé et tout, mais ils ont fait une représentation en cachette chez quelqu'un, mais ils n'ont pas pu avoir une salle publique. Donc, je suis tout à fait consciente de la censure, mais étrangement, le Vietnam a beaucoup de zones grises. Vous voyez, oui, le livre n'existe pas, mais en même temps, quand Rue était finaliste d'un prix qui s'appelle le Man Asia, qui est en fait le Man Book of Press en Asie, j'étais dans les journaux. Donc, on m'a appelé pour des interviews et tout ça, et c'était imprimé, mais en même temps, le livre n'existe pas. Donc, on prend juste la meilleure partie. Et j'allais dire, j'ai eu la chance de voyager avec le gouverneur général du Canada en visite d'État. Donc, c'était une visite officielle, vous voyez. Et quand je suis arrivée là-bas, on était reçus par le président et le premier ministre vietnamien. Et quand on est arrivé au moment de la photo, soudainement, quelqu'un m'a invité à aller prendre un thé à côté. Et donc, je ne faisais pas partie de la photo. Parce que sur la photo, il aurait fallu indiquer qui j'étais. Donc, si j'étais auteur, je pense que la pire chose qu'on puisse écrire sur la carte quand on visite le Vietnam, ah oui, le but de la visite ou votre profession, il ne faut vraiment pas écrire journaliste ou auteur, parce que là, on va vous suivre de près. Voilà, donc je suis tout à fait consciente de la situation, oui. Il va falloir, je m'excuse, je pense que je vais vous inviter à poser les questions à Kim pendant la séance de signature, parce que je peux arrêter les questions, mais je ne peux pas arrêter la séance de signature. Je veux qu'on en profite, je veux qu'on continue la conversation. Et en plus que Kim va être sur la table ronde, alors je ne peux pas retarder trop. Alors je m'excuse pour ceux qui ont des questions. Je vous invite en fait à aller rencontrer Kim. On continue. Je remercie, j'aimerais vous présenter Tao.
qui est avec Merci, nous, qui est un professeur Non, c'est pas à l'Université Northwestern. On le remercie d'avoir lu tranquillement les livres Oui, de Kim merci. pendant qu'il Rapidement. neigeait. Oui, Ça l'a mis rapidement. dans le bain. Et puis, deux choses pour ceux qui aiment le Canada, le Québec. Le 14 mars, cette semaine, mercredi, nous présentons un film qui nous amène à Tadoussac avec le réalisateur Martin Larouche. Et de même, nous présentons le film Le goût d'un pays samedi le 24 mars pendant le Festival du film francophone. Et dans ce film, d'ailleurs, Kim nous raconte une très, très belle petite histoire. Je la remercie infiniment d'être avec nous Merci aujourd'hui. beaucoup. Tao aussi. Merci à vous. Franchement. Non, mais la prochaine fois, il faut me faire cuisiner. Il faut que je cuisine pour vous recevoir. Mais oui, j'aurais pu cuisiner pour vous. Demain.